J'y vais. Bonjour. Je me présente rapidement. Moi, c'est Gérard. Je suis mobile staff engineer chez Cat depuis 6 ans maintenant. Je suis aussi GDE Android, Google Developer Expert. Et aujourd'hui, je vais vous parler de framework déclaratif sur deux challengers. On va faire notre sélection de challengers, s'il veut bien. Hop. Yes. En fait, notre section de Challenger, vite fait, je vais les présenter rapidement. On a le premier ici qui est du coup React.js, qui est du coup un framework déclaratif pour le web. Juste à côté, on a Solid.js qui est aussi pour le web. On a Jetpack Compose qu'on vient de voir du coup, que vous connaissez un petit peu maintenant. On a le petit oiseau noir SwiftUI. On a le petit oiseau bleu qui sera Flutter. Qui du coup l'approche, si vous ne connaissez pas, qui est l'approche multiplateforme de Google pour des applications Android, iOS, mais aussi maintenant desktop, web, etc. Et enfin, on a le HTML5 qui en fait est aussi déclaratif par essence en fait. Et on va lancer notre petite sélection. Et on va s'arrêter sur... Oh, comme par hasard, Jetpack Compose. Cool. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez déjà eu une brève description juste avant. Jetpack Compose, qui il est? C'est une librairie qui est développée 100% en Kotlin. Je le refais pas, mais du coup, si votre projet n'a pas Kotlin dans son projet, c'est mort. Donc, il faut l'intégrer. Mais je pense que là, maintenant, ça fait 5 ans. On a fêté les 5 ans là, il y a récemment du Kotlin First dans l'écosystème Android. Donc, j'espère pour vous que vous avez déjà du Kotlin dans vos projets. Ça fonctionne avec un plugin de compilation. Euh, Ça va être chiant ça. Pas grave. Ça fonctionne avec un plugin de compilation qui a été développé en collab avec JetBrains, qui est du coup le mainteneur principal de Kotlin, et Google, qui est du coup le mainteneur principal de Compose. C'est 100% open source. Si vous voulez y accéder, dites. Ah oui, Google forcément. Ah. À tout moment, ça peut arriver chez vous aussi. Hein. Du coup, open source sur GitHub, github.com/androidx. C'est super simple à retenir. Il est avec du coup tous les autres suite d'Android X. Oula, tac, 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 tac. Donc je vous le disais, développé par Google et par JetBrains. JetBrains, pourquoi ils maintiennent Kotlin, mais ils développent aussi dans Compose, notamment pour les différentes targets. C'est-à-dire que Compose, il est compatible avec Android, web, desktop et iOS depuis assez récemment. L'utilisez pas pour iOS, c'est trop récent. Et enfin, du coup, ce que je disais, c'est multiplateforme. C'est notamment été rajouté via JetBrains. Cool. On va sélectionner du coup l'autre challenger. Ah, comme par de hasard. SwiftUI. SwiftUI, qui il est SwiftUI, c'est une librairie qui est développée 100% Swift. Donc à peu près comme similaire par rapport à l'écosystème Android. Hein. Android vient de Java, maintenant on a du Kotlin. Apple, on avait du coup de l'Objective-C et maintenant on a du Swift. Vous êtes obligé du coup d'avoir de Swift configuré dans votre projet pour l'utiliser. À main levée, qui développe iOS ici? Aujourd'hui, je vous en veux pas, mais, euh, mais c'est pas bien. SwiftUI, il est embedded dans le système. Ça veut dire qu'en gros, c'est pas une librairie. C'est directement dans l'OS. Vous avez accès à SwiftUI. On va y revenir un peu plus loin. Développé 100% par Apple et en mode propriétaire. C'est-à-dire que c'est pas open source. C'est un peu chiant. On y reviendra aussi un petit peu plus tard. Et enfin, c'est cross-platform. Alors, c'est cross-platform pour les produits Apple. Faut pas déconner, c'est pas cross-platform pour le reste du monde. Donc, du coup, vous pouvez développer des applications pour WatchOS, pour iPhone, pour iPad, etc. Pour macOS. Cool. Du coup, on a notre combat SwiftUI vs Compose. Wow. C'est pas super joli. Et donc, du coup, on a nos deux challengers qui ont la vie pleine et on va les faire s'affronter dans un combat à mort. Et on va commencer d'abord par une partie similarité entre les deux. Alors, on va avoir une application assez simple, une simple compteur. Donc, on a à droite Jetpack Compose, à gauche SwiftUI, qui ont exactement la même chose, juste développé l'un en SwiftUI, l'autre en Compose. Côté Compose, comment ça se passe? Ça va au fond? Je pourrais pas zoomer, mais je me demande juste si ça va quand même. Non, bof. Ok, je vais essayer de décrire alors.
On a un composable qui s'appelle ici counter screen, qui est notre composant écran. Et on va venir, donc là vous voyez la preview en direct. C'est pas du tout vidéo. Vous voyez la preview en direct du coup sur la droite. Et donc ce que je fais ici, c'est que je rajoute un floating action button, petit tab, et je mets une icône à l'intérieur et je viens juste lui dire, bah toi tu es l'icône remove, et je rajoute un content description parce que c'est important de rajouter des content descriptions pour les malvoyants. Et donc juste pour vous dire, ça décrémente. Très bien. Je mets ça dans une row. Donc une row, ça permet de mettre les éléments les uns à côté des autres. Et je vais mettre du coup un autre floating action button pour la partie ajoutée dans le compteur, incrémentée. Ok, je fais un peu de place puisque ça va prendre un peu de place. Je rajoute le texte qui va avoir la responsabilité d'afficher le nombre de mon compteur via. Vous avez bien entendu, vous avez bien retenu la présentation juste avant, via un state. Vous n'avez rien retenu. Ok, je mets ça d'un coup dans une row, je la configure la row. La row, je peux la configurer avec des arrangements et des alignements, c'est super pratique. Ça n'existe pas trop dans SwiftUI, en tout cas, j'ai pas vu. Là, ce que je dis, c'est que d'un point de vue horizontal, tu vas mettre un space by, donc de WDP entre tous les éléments. Il y a plein d'autres options. On peut dire, vas-y, tu remplis l'espace et tu mets des marges équivalentes entre les différents composants, etc. Il y a plein de configurations possibles, je vous laisserai regarder. Arrangement, point, et puis vous voyez la liste. On peut mettre du coup, on peut définir l'alignement vertical ici. Alors, spoiler alert, colonne, c'est du coup l'inverse. Hein. C'est des horizontal alignment et des vertical arrangements. Et donc, du coup, là, je viens de dire, ben, tu vas te centrer. Donc, là, forcément, les boutons, ils prennent déjà tout l'espace. Juste le texte, il va se centrer, du coup, entre les deux boutons. Je rajoute ça dans une box. La box, je vous dis, tu vas prendre tout l'espace disponible avec le fill max size et ton contenu, tu vas l'aligner au centre. Du coup, mon compteur est gauche. Et, ah oui, et dernière bonne pratique, ici je vais rajouter un modifieur en paramètre de mon composable. Pourquoi? Parce que du coup, le modifieur, si vous ne savez pas ce que c'est, qui n'a jamais fait de compose ici? Ok, ok, d'accord. Alors du coup, les modifieurs, ça permet quoi? En gros, vous avez d'un côté les composables, qui sont des composants, qui sont soit des composants de rendu, un texte, une image, une couleur, peu importe, soit des composants de placement, donc une colonne, une row, une box. Et après, les modifieurs servent à décorer vos composants. Donc là, typiquement, dans ma box, je viens décorer ma box en disant tu vas prendre tout l'espace disponible. Il y a plein de décorations différentes, des clics, des gestures, etc., du padding, tout ça. Donc là, ce que je viens de dire ici, en rajoutant un modifieur que je mets par défaut à modifieur vide, je viens pouvoir décorer mon propre modifieur. C'est en fait une bonne pratique que recommande Google pour tous les composants qu'on crée. Et après, du coup, je rajoute un state. Mon state, c'est quoi? C'est du coup un compteur qui est utilisé remember mutable state off. Du coup, ça permet quoi? Je répète vite fait. Donc, il y a une recomposition. À chaque fois qu'il y a un changement d'état, il y a ce qu'on appelle une recomposition qui va du coup rafficher vos composants avec la nouvelle valeur, les nouveaux états, etc. affichés. Le remember permet de dire, tu sauvegardes ma variable counter entre ces différentes compositions, c'est ce qu'expliquait le token précédent. Et le mutable state off, ça permet simplement de dire, ma variable que tu gardes, tu peux la modifier. Donc du coup, je vais pouvoir faire un counter moins ou un counter plus, que vous voyez ici, et je vais pouvoir accéder à la valeur. Juste avant, vous voyez, dans le tool juste avant, vous voyez un point value. C'est juste une notation différente. Ici, vous voyez un by. En fait, le by me permet de rendre mon state comme si c'était une variable lambda, alors que si j'avais mis un égal, j'aurais été forcé de faire counter.value égale counter.value moins 1 et quelque chose pour tout ça, etc. Et donc, du coup, notre compteur il est fini. Cool. Du coup, pour créer un composant avec Compose, on utilise la notation addComposable. On peut placer les éléments avec une box, une colonne, une row. On peut le faire aussi avec un constant layout, mais personne ne le fait. On va utiliser des arrangements et des alignements pour configurer le placement de nos différents composants. Nos modifieurs servent à décorer nos composants et on peut les utiliser pour sont existants dans Compose. Et enfin, je pense qu'il y a d'autres trucs encore, ouais. Les states, du coup, peuvent s'utiliser avec les Remember Mutable State Off. Il y en a un milliard d'autres. On ne va pas tous les aborder aujourd'hui.
Et enfin, c'est Accessibility First, c'est ce que je vous expliquais avec le content description, compose à vous forcer de renseigner une valeur dans les content description de vos images. Voilà, donc pensez à toutes les populations. Côté SwiftUI. Côté SwiftUI, pour créer un composant, c'est un peu différent. J'ai ce qu'on appelle une struct qui va plus ou moins implémenter, c'est pas vraiment l'implémentation de l'héritage, mais qui va plus ou moins hériter de view, et qui va avoir une propriété qui s'appelle body qui va renvoyer des views. Dans ce body là, du coup, je vais rajouter un button qui va avoir un label qui sera ici simplement une icône. Mais j'aurais pu mettre un texte, j'aurais pu mettre un texte et une icône, j'aurais pu mettre ce que je veux en fait. Donc ici, je vais mettre une image qui va du coup utiliser des icônes de ça s'appelle comment déjà, SF Symbol, qui sont les icônes standards dans Apple, chez Apple, et du coup il y a une application que vous pouvez télécharger sur votre macOS si vous voulez. Donc il y en a une qui s'appelle Minus qui correspond, vous ne voyez pas mais c'est un moins, du coup dans la preview. Et j'ai une callback d'action. Je mets ça dans une hashtag, donc horizontal stack, donc du coup je vais pouvoir mettre mon bouton qui va s'afficher, plus qui va s'afficher juste à côté. Je vais mettre mon texte qui va afficher mon compteur, donc là, on n'a pas encore l'état mais on va le rajouter juste après. Je rajoute des paddings, il n'y a pas cette notion d'alignment, d'arrangement, etc. Donc du coup, je rajoute un padding pour que ce soit un peu moins collé, c'est pas super joli. Et après, je rajoute la notion d'état. Donc ici, j'ai une propriété counter qui a une annotation addState. Donc là, ici, j'initialise à 0, et puis je fais un counter -1, un counter +1, et j'affiche le counter. Je sais pas pour vous, mais oh, tiens, c'est bizarre ça. Je sais pas pour vous, mais moi je déteste cet affichage-là de paramétrage des strings. Mais bon, c'est du SwiftUI. Désolé pour ceux qui en font tous les jours. Du coup, SwiftUI, pour déclarer un composant, il faut utiliser le protocole d'implémentation. C'est ce que je vais expliquer avec la structure. À l'inverse, box, colonne, row, c'est compose. Sur SwiftUI, on a zstack, hstack, vstack pour faire les placements. On peut, le fait de modifier, de rajouter des modifieurs, c'est automatique dans SwiftUI. C'est plutôt cool, je vais l'avouer. Donc j'ai pas besoin de me rajouter un paramètre modifieur et de pouvoir le décorer automatiquement machin. La notion la partie état se fait via du coup la notation addState sur vos propriétés et c'est tout. Du coup, on a un petit hit layout de notre SwiftUI qui fait pas beaucoup de dégâts. On a un petit hit arrangement et alignment sur notre compose qui fait pas non plus beaucoup de dégâts. Et on a un petit hit less code parce qu'effectivement, il y avait besoin de beaucoup moins de code en SwiftUI qu'en compose. Mais bon, c'est on se défend bien des deux côtés pour l'instant. Ça va pas être la même histoire avant. Le packaging, comment est-ce qu'on utilise les UI-kits SwiftUI et Compose. En SwiftUI, c'est packagé dans l'OS. Alors, en termes de performance, c'est censé être meilleur. Parce que du coup, c'est dans l'OS, il n'y a pas besoin d'embarquer ça dans votre application. Il y a du coup, quand vous devez exécuter au runtime, etc., c'est pas vrai. Par contre, vous avez besoin de mettre à jour la version minimale de compatibilité de votre OS, de votre application, de l'OS Apple, que vous avez, je rappelle, de votre target Apple, pour du coup utiliser les nouvelles fonctionnalités. Donc, là, on a iOS 16, si je ne me trompe pas. Dans iOS 16, il y a eu un certain nombre de nouvelles features dans SwiftUI. Tant que vous n'avez pas iOS 16 en target de votre application, vous ne pouvez pas utiliser tout ce qui est dans iOS 16. C'est ballot. Ça, c'est un petit schéma, vous voyez encore moins, mais je vais vous le décrire. Ça, ça vient de StatCounter, qui est un site qui fait des stats et machin. Grosso merdo, vous avez ici, ça c'est pour septembre, vous avez ici la version de iOS 15.6, qui est une majorité. iOS 16 qui du coup arrive bien. J'ai pas sorti les tout derniers chiffres, mais la tendance, elle commence doucement à s'inverser ici. Ici, on a iOS 15.5, iOS 15.4. Ici, on a du 14, 14, 15 et des autres, je sais pas ce que c'est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 3 versions en parallèle. C'est pas terrible. Surtout que SwiftUI était à partir de la version 13, qui date de 2019, mais où SwiftUI était en version expérimentale. Donc, ne l'utilisez pas en version 13 si vous êtes en cette target-là. Et c'est qu'en version 14 que SwiftUI est arrivé en version stable.
Ça veut dire que du coup, personnellement, chez Decat, on a certaines applications qui sont encore en iOS 12 parce qu'ils veulent ratisser absolument toutes les applications, etc. Donc ils ne veulent pas faire de SwiftUI. Et nous, on est avec les Technos, on est en train de s'amuser, tout ça, et eux, ils sont dégoûtés. Hop, OpenD Jetpack Compose. Jetpack Compose, du coup, c'est une librairie. Et ça, c'est plutôt cool, parce qu'une librairie, ça veut dire que ça se met à jour sans que j'ai besoin d'attendre les versions du système. C'est compatible, la librairie elle est compatible depuis l'API 21 qui date de 2014. Ça veut dire que je ratisse plutôt large en termes de compatibilité. Pour vous donner un exemple, du coup, alors oui, on a de la augmentation. C'est pas mal. Parce que du coup, ici, iOS 14, l'API 21, on est ici. On a 98,8%. Et oui, je suis belge. Donc du coup, on touche quand même pas mal de monde. Au niveau du runtime, alors oui, c'est censé être sur papier moins performant que SwiftUI, que même XML d'ailleurs. XML est packagé dans le système. Sauf qu'en fait, il y a énormément d'optimisations qui sont faites dans Compose pour pallier à ça. Surtout si vous êtes en version de release. C'est ce que vous dira tout Googler qui vous dira qu'il y a un problème de performance. Dans la réalité, bon, parfois ça peut arriver quand même qu'il y ait des problèmes de performance, mais il y a du travail dessus qui sont faits. Donc du coup, quand même, en termes de packaging, SwiftUI il prend méga cher. Et ça fait plaisir. Ok. Alors je vous rassure quand même, hein, SwiftUI il a quand même des bons trucs. On va voir. Qu'est-ce que ça donne au terme de preview? Les previews, c'est quoi? C'est ce que je vous affiche là, ce que je vous simule de côté droit. En fait, dans l'IDE, que ce soit Xcode ou Android Studio, vous pouvez afficher pour tous les composants une preview directement de ce que vous êtes en train de faire. Côté SwiftUI, on a ça. On a une structure qui va hériter de preview provider, qui va aussi émettre des views. Donc ici, j'ai mon compteur, et à droite, j'ai du coup ma preview. Qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord un bouton qui ne sert à rien. En tout cas, je n'ai pas trouvé que c'était là, mais en gros, ça permet de ping des previews. Voilà. On a le nom de la preview, donc là, c'est le nom qui est devant le underscore. On a ce qui est activé par défaut, le live preview, c'est-à-dire qu'en gros, dès que vous avez une preview, vous pouvez directement interagir avec. Ça, c'est plutôt cool. On a le selectable preview, donc c'est la possibilité de cliquer n'importe où dans la preview et de directement savoir quel est le code associé à cette partie-là. On a le fait d'afficher plusieurs variantes, on va y revenir juste après. On a les Devin settings, pareil, on y reviendra après. Et enfin, la possibilité de run uniquement cette preview on device. Cool. Du coup, on a ici notre preview qui se lance pas. Ah si, il se lance un peu. Donc là, c'est juste pour vous montrer que c'est interactif. Donc là, je suis en mode live. Si je vais dans la version variante, je peux afficher 3 variantes possibles. Les colors, donc light et dark, grosso merdo. Les orientations, donc horizontale et verticale et dans les deux sens. Et enfin, les dynamic variants, donc il y en a un peu beaucoup, je peux pas tout prendre. Mais grosso merdo, c'est le texte en small, large, medium, etc. pour pouvoir afficher par les différentes tailles de vos écrans, pour voir s'ils s'adaptent bien. Et enfin, du coup, le Canvas Device Setting, c'est exactement la même chose qu'avant, mais configuré sur un seul device. C'est-à-dire que si je veux que ce device-là soit en dark et en orientation landscape, ben, je peux lui dire de le faire comme ça. Et je n'ai pas obligé de rentrer dans toutes les variantes. Dernière petite chose, ici j'ai un speaker avatar qui grosso merdo un composant qui va afficher un avatar qui est une image distante. C'est ça qui est le async. Donc je lui donne l'URL, je lui donne un placeholder, et en fait, SwiftUI il va permettre de directement afficher ça dans la preview. C'est assez d'importance parce que notre ami Compose, il ne sait pas faire ça. Je sais plutôt. Donc, pour résumer, on a un WYSIWYG pour la customisation de nos previews, qui est plutôt cool. On peut run les previews sur un simulateur. On peut, alors je ne l'ai pas montré, mais on peut tout configurer, tout ce que je vous ai montré là, on peut le configurer aussi as code. Ça c'est plutôt cool parce que en fait, si vous le faites as code, alors il n'y a rien qui vous
comment dire, qui vous aide à faire du Hascode. Mais si vous le faites Hascode et que vous le versionnez, ça veut dire que vos copains aussi pourront voir les mêmes previews que vous avez faites vous-même. Petite aparté aussi, juste avant, enfin quand j'ai préparé ces slides, j'étais en Xcode 15, si je ne dis pas de bêtises, la version juste avant. Et en fait, il faisait le Hascode à chaque fois que je faisais des modifications dans la preview. Et il le fait plus avec la dernière version de Xcode 16. Et ça m'a bien fait chier parce qu'en fait, il avait changé tous les previews, donc j'ai dû changer toutes mes slides, et ça me fout, je veux le dire. Les previews ne sont pas limités juste à l'UI, ils permettent de faire alors très timidement, mais il permet de faire un peu plus que du UI, en fait, à faire des requêtes un peu asynchrones, etc. Côté compose, qu'est-ce qu'on a? On a un composant qui a noté add preview, qui du coup me permet d'afficher ce qu'il y a à droite. Il y a déjà beaucoup moins de buts. C'est pas très grave. On a la possibilité de rentrer en mode interactif. Par défaut, on est en mode sélectable en fait. Donc, je peux cliquer sur le floating action button de gauche et je vais arriver sur le code source associé. Et je peux run on device pour le composant. Ce qui est intéressant, c'est pas ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est ça. En fait, notre add preview, il a 1 milliard de paramètres. Je peux lui donner un nom, pour du coup changer le nom, la même chose que le côté SwiftUI, un groupe, pour faire, si je donne le même groupe à plusieurs previews, je vais pouvoir les grouper. Un API level, donc une API Android pour voir un peu à quoi ça ressemble, une taille en largeur, en hauteur, une locale, une font scale pour du coup voir si ça s'adapte bien. Donc là, je suis en x1, donc je suis en normal, mais je peux faire x2, x3, etc. Show System UI, ça me permet du coup d'afficher la status bar au-dessus et la navigation bar en dessous. Le show background et le background color, ça permet d'afficher un background et de la couleur que je spécifie dans le background color. L'UI mode, ça permet de dire si je suis en mode dark ou en mode light. Et enfin, le device, ça permet de dire la preview que tu affiches, mets-la dans ce type de configuration de device là. On va voir ça juste maintenant, parce qu'en gros, il existe énormément de devices. Je ne les ai pas tous affichés ici, mais grosso modo, vous voyez quelques-unes. Donc, il y a des pixels, il y a des Wear, il y a des automobiles, et il y a des devices de référence qui sont un téléphone pour nous, c'est ça comme référence, un foldable, une tablette et un desktop. Cool. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais dire, OK, tu vas me montrer un background. Tu vas me montrer les systèmes UI, donc je commence à avoir la gueule d'un écran. Tu vas me mettre ça dans une configuration pixel. Tu vas mettre un nom de counter. Donc là, j'ai. Non, ok. Au-dessus, j'ai un counter qui s'est affiché. Tu vas me mettre en font scale à x2, comme ça je peux voir un peu à quoi ça ressemble. Tu vas mettre ça en dark mode. Mon dark mode, il a agi que sur mes composants. Moi, j'attendais à ce que mon background soit noir aussi. Euh, Pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas? En fait, ici, mon composant, je vais rajouter un scaffold pour qu'il le fasse. Pourquoi? Parce qu'en gros, le scaffold, lui, il va exécuter mon thème. Et en fait, le UI mode, il va dire, OK, moi je suis en mode dark, donc ton thème, tu vas utiliser les couleurs dark. Et mon scaffold, il va agir sur, enfin, mon SwiftUI VS Compose thème, il va agir sur tout mon arbre de composants ici, pour les couleurs. Et le scaffold, il va venir dire, OK, moi, le background, c'est telle couleur sémantique de matériel. En fait, si j'avais voulu faire ça avec du coup uniquement les previews, j'aurais dû donner un background color qui serait un dark, parce que du coup le show background il va de pair avec background color. Donc en fait, je vous recommande pas d'utiliser show background, tout simplement. Le scaffold, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un élément structurant dans Material. Vous donnez votre contenu, votre bottom navigation, votre drawer, votre machin, etc. Tous les trucs que vous connaissez un peu qui structurent un écran type Material. Et donc du coup, ah oui. Et donc du coup, dernière chose, ce que je peux faire, c'est que je peux faire mes propres previews. C'est ce que je fais ici. Là, j'ai créé une annotation de classe qui s'appelle Device Preview, avec du coup 3 previews qui correspondent à 3 configurations différentes, qui sont en fait un téléphone, une tablette et le desktop, il me semble. Et donc du coup, je peux utiliser mon Add Device Preview sur mon composant et avoir ça. Ça, c'est super pratique. Pourquoi c'est super pratique? Parce que du coup, moi, je sais quels sont les différents devices avec lesquels je veux être compatible, en tout cas quand je veux tester, quand je travaille sur mes composants. Et donc, du coup, je peux créer une annotation, je peux la partager avec mes collègues et tout le monde utilise la custom preview pour du coup travailler. Et donc, à chaque fois, je vais afficher les 3 configurations différentes. Le speaker avatar, à quoi ça ressemble du coup
de côté compose. Côté compose, j'ai ça. J'ai une image qui va utiliser ce qu'on appelle un remember ASIC image vendor, qui vient d'une librairie qui s'appelle Coil. Et ce truc-là, en fait, il fait pas de preview. En fait, ma preview, elle est cassée. Pourquoi elle est cassée? Parce qu'elle fait une requête asynchrone derrière pour récupérer mon image distante. Ok. Alors, première solution que j'ai ce qu'on appelle des local inspection modes. C'est quoi? Si vous êtes développeur web un peu et que vous faites du React, c'est l'équivalent des hooks. C'est grosso merdo quelque chose qui va agir sur votre arbre de composants sans devoir les spécifier dans les contraintes. Et donc là, en gros, local inspection mode, il va être à true s'il sait qu'il est dans une preview et il va être à false quand il sera en production. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux dire, ok, si je suis dans une preview, je vais rajouter une box qui va faire les sauteurs, et sinon, je vais afficher avec l'image. Cool, mais c'est un peu dégueulasse. Et en fait, ce que commence à faire un peu plus les librairies, c'est ce genre de choses-là. En gros, euh, j'ai un paramètre placeholder qui en fait en interne va utiliser la local inspection mode pour détecter si oui ou non je suis en mode preview ou pas, et du coup il le détecte automatiquement et il va m'afficher mon placeholder. Et au moins je casse pas mes previews, et au moins comme ça, bah, en fait quand je casse une preview et que je casse une preview dans un petit composant, je vais casser toutes mes previews des composants qui vont utiliser ce composant. Donc en fait je me retrouve avec avoir jamais de preview. C'est pas super cool d'un point de vue développement. Ok, on résume. Pour configurer des previews, j'utilise la notion add preview. C'est complètement customisable. Vous l'avez vu dans le add preview, je peux donner 1 milliard de configurations différentes, bien plus poussées que ce que j'ai avec SwiftUI. Je peux créer mes propres previews, ça c'est vraiment cool. Par contre, je suis limité à l'UI et si je veux y pallier, je suis obligé d'utiliser le local inspection mode ou alors je sais que la librairie l'utilise en interne. Du coup, le hit multi-preview, il est plutôt vénère, parce qu'il est vraiment cool. Par contre, le WYSIWYG et le fait que ce soit pas limité à l'UI, ça fait un peu mal quand même, parce que bah, les previews dans SwiftUI, elles sont quand même pas mal. Ok, alors, on n'est pas encore kiff-kiff là, mais SwiftUI commence un peu à trop revenir. La bottom bar navigation. La bottom bar navigation, c'est du coup la bottom qui arrive en dessous. Grosso merdo, côté SwiftUI, j'ai ici un tab screen. Je vais rajouter un tab view. Donc vous le voyez presque pas, mais en dessous, j'ai déjà l'effet qui est arrivé, qui s'est affiché en dessous. Et là ici, donc j'utilise mon compteur, bon, j'aurais pu utiliser n'importe quel écran, mais je vais le décorer via un tab item où je vais donner ici un label qui va s'afficher. Donc là, j'ai agenda et un système image qui sera calendar. Alors le screen agenda, c'est quoi? C'est simplement une clé d'internationalisation que j'ai dans le fichier localizable de mon projet SwiftUI, et il va automatiquement chercher ce qui va bien dans ce fichier-là. Donc il sait que screen agenda, c'est agenda. Je fais ça pour mes autres écrans. Donc on peut imaginer que si j'ai un composant agenda, speaker et info, et que du coup il fait leur tâche. C'est tout. Ok. C'est juste super simple à utiliser. Quand j'ai utilisé ça pour la première fois, et moi je fais du compose depuis un certain temps, j'étais en mode, ça va faire mal. C'est juste super simple à utiliser. Par défaut, ça match le système design de Apple. Et ça, c'est trop cool parce que bah, du coup, je suis forcé de faire quelque chose qui est en fait, un bon look and feel. Par contre, si je veux commencer à faire la customisation, il y a Decathlon, spoiler alert, on veut avoir un truc brandé Decathlon, là ça devient un enfer. Là ça devient vraiment un enfer. Côté compose. On a encore une heure là ou Côté compose, on va essayer d'aller vite parce que je sais pas combien de temps j'ai encore. J'ai encore le temps. Ok. Donc ici j'ai un bottom navigation qui va contenir tout mon écran. On va ratisser un autre écran là avec des pinceaux. J'ai un scaffold, j'ai une bottom bar que je renseigne avec un navigation bar, donc on le voit presque pas non plus, mais il a l'effet qui s'affiche. Je vais rajouter une navigation bar item. Voilà, j'ai déjà rempli tout mon écran. J'ai une navigation bar item, je vous promets, hein, c'est la même typo, enfin c'est la même taille de typo en fait. Navigation bar item avec du coup plusieurs infos, le fait que ce soit sélectionné ou pas, c'est-à-dire que c'est à moi de me préoccuper de si c'est sélectionné ou pas. L'icône que je dois afficher. Alors ici j'ai mis nul. Pourquoi j'ai mis nul? Parce que j'ai déjà un texte ici. Donc du coup Tollback, quand il va l'afficher, il va directement migrer sur le texte. Sinon mettez-les des content descriptions.
J'ai une callback on-click pour trigger quand je clique dessus. Donc, c'est à moi de gérer la navigation entre les différents écrans. J'ai un label du coup que j'affiche et j'ai always show labels at false, ça veut dire en gros c'est matérialisé ou ici si je clique sur un autre icône, le label de l'autre va disparaître et le nouveau label va apparaître. Ok, je vais me faire un peu de test. Hein. Et avant de faire les autres navigation bar items, on va voir un peu comment gérer la navigation. Pour gérer la navigation, j'ai besoin d'une nouvelle dépendance qui s'appelle Navigation Compose. Il existe des versions open source communautaire, mais j'ai décidé d'utiliser celle qui est recommandée par Google. Donc ça fait partie d'Android X. Et comment ça fonctionne? En fait, je vais répéter vite fait ce qu'on a répété juste avant, mais ce que le talk a dit juste avant. Mais en gros, j'ai une navhost qui va contenir des composables, qui va être lié à ce qu'on appelle un nav controller, qui va me permettre de gérer la navigation, donc de faire un point navigué vers un nouveau écran. Ces composables vont du coup utiliser ce nav controller pour naviguer, et le nav controller détient le graphe de navigation pour savoir où est-ce qu'il peut aller. Ok. Du coup, pour pouvoir faire mon écran, j'ai ici un nav host, j'ai ici un nav controller qui a un remember parce que du coup je veux le retenir en fonction de chaque recomposition qu'il y a dans mon écran. Je lui donne ici, je dis que la start destination c'est agenda, donc en gros j'ai un composable ici agenda qui est mon composable ici. Là j'affiche simplement un texte. J'ai deux autres routes qui correspondent au speaker et à l'info. Et voilà. Cool. Maintenant, on va gérer du coup le clic sur le bouton. Et là, ça commence à devenir complexe. Pourquoi ça devient complexe? Parce que la plupart des moteurs Android, il faut gérer ce qu'on appelle une backstack. Et du coup, ça fait chier. Parce que du coup, le backstack, c'est pas le truc que j'ai forcément envie de gérer. Mais grosso modo, ce que je lui dis ici, je vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon ça prendra plus de temps. Mais en gros, je lui dis, si tu cliques sur une autre icône, tu vas me mettre mon nouvel écran comme seul écran sur la pile. Tu vas me supprimer tous les autres écrans. Donc ça permet de dire, si je change d'icône à icône, si je fais un back, je clique directement l'écran. Je clique directement l'application. Sinon, à chaque fois, il faut, si je fais tous les icônes, je fais back, à chaque fois, je reviens dans tous les écrans. Donc, ça m'intéresse pas. Et en plus, tu retiens l'état qui était, tu essaies de recomposer l'état comme ça. Ok. Du coup, j'ai créé trois autres navigation bar items qui sont aussi gros que les premiers. Et j'ai mes trois navigation items. Ok. Là, notre compose, il est à terre. Si on ne faisait rien, il serait peut-être mort. Mais oui, on se chauffe un petit peu là et on revient à l'attaque. Ce qui est cool avec Compose et avec Kotlin, en fait, c'est qu'on peut un peu refactoriser un peu tout ça. En fait, c'est assez simple de factoriser le truc pour arriver à un code un peu plus shrink, un peu plus concis. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais une Kotlin Function Extension, bottom bar navigation, dans lequel je vais mettre toute ma complexité là de clic sur une icône de mon bottom navigation bar. Parce qu'en fait, finalement, peu importe là où je clique, ça sera toujours la même chose. Donc je vais utiliser ça après. Ok. Et après, je vais utiliser un composant custom pour le bottom navigation item qui va prendre un certain nombre de paramètres pour du coup afficher mon item correctement. Et donc là-dedans, je vais avoir mon navigation bar item dans lequel je vais ici utiliser dans mon on-click mon bottom bar navigation. Donc c'est déjà beaucoup. C'est plutôt cool. Ah oui. Alors, là ici, c'est pour la partie sélectionnée. Donc en gros, ici, vous voyez un selected screen égal route. Qu'est-ce que je fais en gros? Je vais récupérer dans mon nav controller je vais écouter ma backstack métal. À chaque fois qu'il va y avoir un changement dans ma backstack, je vais la mettre à jour. Je vais récupérer la dernière destination dans ma backstack. Sur cette destination, je vais récupérer sa route et je vais regarder après si du coup cette route est égale à ma propre route. Et du coup, je sais si je suis sélectionné. Yeah! C'est super lisible. Mais bon, voilà. Au moins, je l'ai centralisé à un endroit et il n'est que dans Bottom Navigation Item. Cool, ça veut dire que maintenant, mon Bottom Navigation Item, il prend 4 lignes. C'est un peu mieux. Et donc, c'est pareil pour les autres. Bon. Ok. On résume. On a besoin de se préoccuper de la navigation. J'aurais pu le mettre plusieurs fois. D'ailleurs, je vais le mettre plusieurs fois parce que je rejoins ce truc. Parce que franchement, ça, c'est plutôt relou. On a besoin de se préoccuper du fait qu'un tab soit sélectionné ou pas. C'est à nous de dire, ok, quand je fais ça, je dois regarder dans la backstack, machin. Je le rappelle, hein, c'est automatique sur SwiftUI.
On a besoin de tellement plus de code que SwiftUI, genre de manière absurde. Par contre, c'est une vraie force, la customisation, elle est beaucoup plus simple à faire avec Compose. Vraiment beaucoup plus simple. Typiquement, petite anecdote, petite parenthèse, on a un design system chez Decathlon. Nous, on a déjà fait la bottom navigation, parce que du coup, c'était ça. Oui, c'est toujours. Parce que c'est moins simple. Et du coup, c'est assez simple de refactorer, grâce notamment à Kotlin, du coup, pour avoir quelque chose d'un peu plus concis. Donc là, ça va dépendre de votre application, de comment vous voulez gérer tout ça. Ok, on a un petit hit, less code, qui fait un peu mal de SwiftUI. Par contre, la navigation, là, on fait un petit miss, là, parce que on est à terre, clairement. Hop là. Et on a, je sais plus ce que c'était, et on a un easy to use qui fait vraiment mal, et du coup, notre compose, il est pas bien. Le SwiftUI, par contre, il est aussi pas très bien, parce qu'il avait déjà encaissé pas mal de finalement. Ah oui, j'ai un refactoring quand même. On gratte des points là, on peut gratter des points. Ok. Plateforme design system. Alors, comment est-ce que je fais pour. Ok. Comment je fais pour utiliser mon UI? Ok. Côté Jetpack Compose, dans Compose, j'ai un certain nombre d'artefacts. J'ai des artefacts matériels, donc pour matériel 2 et matériel 3, en fonction de votre application, celle que vous voulez utiliser, qui respectent hyper bien l'aspect de Material Design, beaucoup plus que celle de XML en fait. Quand vous allez voir sur material.io, du coup l'aspect de matériel, vous allez pouvoir vous rendre compte si vous faites des checks entre ce que vous voyez en version XML et en Compose. Compose va vraiment suivre à la lettre ce qui est écrit dans Material.io. Alors que XML a besoin d'être compatible avec les 10 ans de telle technique, les 10 ans d'historique de XML pour du coup être compatible avec Material, ce qui n'est pas toujours simple. On a besoin de beaucoup plus de code que SwiftUI pour faire une UI correcte. Par contre, c'est partiellement fixé avec Material.io qui vient rajouter pas mal de choses, notamment sur tout ce qui est colorimétrie et le fait que ce soit dynamique, etc. C'est des choses qu'on n'a plus besoin de se préoccuper. Par contre, d'accord, SwiftUI quand même nous va largement. Par contre, tout ce que je vous ai présenté là, c'est une décision en termes de design. Je ne parle pas simplement UI, je parle d'un design en termes d'architecture du projet, qui est complètement assumé par Google et ils sont convaincus que c'est un pari sur l'avenir qui sera gagnant en termes de maintenabilité pour le code, en termes de multiplateforme pour le projet, etc. Parce que du coup, Compose, il est compatible pas que pour Android, il est compatible pour plein de plateformes. C'est le cas aussi sur SwiftUI, en fait, je viens de penser. Mais c'est quand même mieux. Je vous mets ici un tweet quand. Je sais plus quand ce que j'avais fait ça, je sais plus pourquoi. Oui, c'est parce que j'avais fait un article sur ça, je vous partage après. Mais du coup, il y a James Proche qui est le papa de Compose, enfin, en tout cas l'un des papas de Compose, c'est lui qui a initié les premières lignes et qui a fait énormément de taf de Compose, qui m'expliquait justement ce concept de décision qui était vraiment assumé chez Google et du coup, c'est sûr que ça va pas changer. Ce sera plus simple à utiliser demain. Ça va rester tel quel. Et du coup, already compatible with desktop, web et iOS, c'est ce que je vous disais en début de présentation. Côté SwiftUI. Côté SwiftUI, c'est super simple à utiliser. On l'a vu par de nombreux exemples. Et ça respecte le design system Apple par défaut. Par contre, c'est difficile de décrire une UI qui soit mauvaise. Autre anecdote, j'ai développé une application pour le DFS de Lille l'année dernière et je ne connaissais pas du tout Apple. Donc j'ai demandé à ma femme, ton téléphone, machin. Et j'ai commencé à regarder et je me suis dit, oh, c'est très différent. J'avais jamais tenu un iPhone de mal. Enfin, j'avais jamais testé un iPhone. Jamais. D'accord. Et donc du coup, j'avais jamais fait de Swift, ni de SwiftUI juste avant. Et donc je commence à développer machin. Et en fait, l'application que j'ai sortie, en fait, quand j'ai donné à ma femme, elle a fait c'est une application iOS. Ok, super. Du coup, j'ai développé une application iOS alors que je n'avais jamais fait d'iOS, j'avais jamais connu l'expérience iOS. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est compatible avec toutes les plateformes Apple, on a déjà vu au début. Par contre, on ne peut pas l'utiliser à l'extérieur. C'est assez dommage parce que en fait, SwiftUI en vrai est quand même assez cool en termes de techno. Et le fait qu'on soit limité à Apple, ben, ça rend vachement les choses plus.
Ok, donc du coup, on a un hit customisation et un hit no wrong UI qui fait un peu mal à tous les deux en fait. Et ils sont tous les deux à terre. Ils sont tous les deux à terre et ils n'ont plus beaucoup de vie en fait. Et on va conclure avec un truc. Aujourd'hui, on a ça. On a Jetpack Compose d'un côté, SwiftUI de l'autre. Et si on n'avait pas un monde où en fait, on aurait les deux ensemble? Est-ce qu'on n'a pas un monde où en gros, on va utiliser une technologie qui s'appelle KMM, côté multiplateforme mobile, qui permettrait de faire en fait les deux, et de bénéficier des deux avantages et inconvénients finalement. Et donc, en gros, nos copains iOS, ils pourront continuer de faire leur SwiftUI dans leur coin s'ils veulent. Et nous, on pourra faire du Compose de notre côté. Alors, ils seront forcés de faire du Kotlin, parce que du coup, multiplateforme, leur alerte, c'est du Kotlin. On pourrait avoir du coup du côté multiplateforme pour toute la business logic de notre application, avec potentiellement du spécifique pour Android et iOS. Je ne vous le refais pas, mais enfin, énormément de trucs sur KMM. Il y a un mécanisme de expect actuel qui permet de directement interroger le SDK de l'un, le SDK de l'autre, tout en restant dans la partie côté multiplateforme. Et en fait, du coup, notre Jetpack Compose et notre SwiftUI, ils cohabitent. Et ils se font un câble. Et c'est pas la conclusion. Si la conclusion, c'est pas ça. En fait, les deux technos sont hyper cool. En fait. Les deux technos sont hyper cool et pareil, outre anecdote, mais l'application d'FS Guild, elle est faite en KMM avec SwiftUI et Jetpack Compose. Et en gros, je suis pas du tout développeur iOS, et donc je fais d'abord la partie business logic, machin, c'est du Kotlin, je suis content, c'est nouveau, tout ça. Je fais la partie compose, je connais tout ça, machin, je câble le truc, machin. Et j'ai retardé le plus loin possible la partie iOS parce que j'avais pas du tout envie de le faire. Et à un moment donné, j'ai terminé dans la partie Android, donc il faut bien faire la partie iOS. Et j'étais hyper surpris de la facilité que c'était d'utiliser SwiftUI, plutôt cool. Et en plus de ça, quand j'ai connecté ma partie business logic en fait en KMM avec ma partie SwiftUI, je run sans déconner. La première fois où je le run, ça fonctionne. J'ai rien dû le faire. Pourtant, j'ai des trucs un peu touchy, genre j'ai en single source of truth, j'ai ma base de données, donc j'ai des trucs hyper réactifs. En gros, moi, je vais écouter les changements qui sont en base, qui vont me notifier ma vue, etc. Machin. Donc j'ai des trucs un peu touchy et ça fonctionne. Et j'ai juste rien dû faire de plus côté SwiftUI. Quelques références si vous voulez aller plus loin et voir un peu des comparatifs. Donc, j'ai fait un article sur tout ce que je vous ai présenté là, que vous pourrez voir ici. Je partagerai mes slides, je sais pas, peut-être pas tout de suite, parce que je fais ce talk là ailleurs, mais histoire de ne pas les spoiler. Mais du coup, j'ai une photo que je pourrais partager après si vous voulez. Donc ça c'est le mien. Il y en a 3 autres ici qui sont aussi des comparatifs SwiftUI vs Jetpack Compose qui ont tous les 3 leur point de vue. Grosso modo, on est tous sur le même constat que les deux sont plutôt cool. Pour information, moi j'avais bien aimé celui-ci, le deuxième, qui est de Michael Young, qui est en fait un développeur iOS, qui lui fait le constat que le Compose c'est mieux. Donc je lisais celui-là parce que c'est un peu vrai quand même. Et après, je vais parler de l'application du DevFestival, donc ça s'appelle Conference for All, c'est sur mon GitHub. Donc, si vous voulez voir une application KMM avec Jetpack Compose et SwiftUI, feel free. Et merci. Merci de m'avoir écouté. Et si vous voulez, Il y a des questions. de quoi? Il faut prendre des On questions. peut prendre des questions? Sinon, je suis dispo après. Moi, j'ai une question par rapport à l'accessibilité. On a cru comprendre que Compose force la main en fait pour respecter certaines règles. L'accessibilité, est-ce que SwiftUI fait la même chose? Il force pas, non. Il force pas, il va plus loin il va un peu plus loin dans les features d'accessibilité. Il y a des choses qui sont possibles à faire en SwiftUI qui n'est pas forcément possible à faire en Compose. L'inverse est parfois vrai, mais c'est plus rare. Mais par contre, Compose, il est accessibility first. Donc il va vraiment à certains moments, te pousser, dire là, tu dois rajouter une information. Enfin, en tout cas, tu dois te positionner si tu vas renseigner quelque chose ou pas. Mais c'est pas le cas pour SwiftUI. J'ai une question concernant SwiftUI. Est-ce que tu as regardé ce qu'a fait Compnerd, celui qui fait partie de ceux qui développent Swift pour Windows? Il a développé un framework, enfin un portage de Swift
Pas de Swift, mais du système de layout d'Apple, D'accord. donc avec les hyperthreads et tout. Je crois qu'il y a même du Swift UI dans ce qu'on est en train de faire. D'accord. Bah, du coup, c'est un truc communautaire alors? Oui, c'est sur GitHub. C'est conteneur de. Ok. Ça m'étonnerait beaucoup que Apple laisse faire à un moment donné le machin. Et en fait, si tu regardes dans le Swift.org, Mhm. dans la Ah. page. En fait, Ouais, le langage, là. il est Swift Champion, quelque chose comme ça. Ok. Ah, donc du coup, ça pourrait rester. Ok. Après, du coup, la popularité de ça sera hyper limitée par rapport à ce que pourrait pousser Google. Apple. Mais à part ça, c'est vrai que j'ai rien vu de Swift. Bah, c'est pas. Je sais qu'il y a possibilité quand même de faire du Swift tout court, côté back-end. J'avais vu qu'il y avait des possibilités de faire ça. Je vois pas trop l'utilité, mais parce qu'il n'y a pas tout l'écosystème qu'on peut connaître sur des JVM ou quoi que ce soit avec des Spring Boot, des machins, etc., des Quarkus. Mais ça, c'est possible. Donc, s'il y a des développeurs iOS qui veulent faire du back-end dans leur langage, ils peuvent. Je sais pas, mais. Donc il y a même une conférence pour du backend Swift. Ah ouais, c'est ça, ça fonctionne, c'est juste que. Enfin, personnellement, j'en connais pas. Je sais pas si vous en connaissez, mais je pense pas. Ok, merci. Ouais. Ça marche comment le padding Swift? J'ai vu que t'as juste mis padding. Ouais, en fait, par défaut, il te met une valeur. SwiftUI te donne une valeur par défaut qui est j'imagine, parce que je suis pas expert SwiftUI, mais qui doit être le padding, ouais, par défaut, qui veut l'appliquer partout. Par contre, tu peux surcharger ça. Si tu dois en paramètres, t'as plusieurs paramètres dans padding qui permettent de dire, bah, vas-y, je vais mettre ce padding. Et tu peux changer. Ouais. Sur la preview, on propose de. Je peux retourner l'écran. Tu veux que je revienne à preview, c'est ça? Non, mais Non, le device, tu vois. Ah oui, pardon. En paysage, oui, je connais plus le paramètre. Ouais, tu peux, hein, mais je sais plus qu'est-ce que. Je pense que tu dois mettre. Attends. Il se doit être possible, ouais. Mais Tu peux le paramètre. je me demande si c'est pas dans UI mode du coup. Tu dois voir ça. Parce que dans UI mode, en fait, j'ai pas orienté le light et le dark, mais tu peux mettre des opérateurs logiques qui permettent de cumuler plusieurs UI modes. Donc, à mon avis, ça doit être dans le UI mode. On parlait d'utiliser KML. Ouais. Et l'utiliser dans une app pour une asso, mais est-ce que tu conseilles réellement au PSU dans un groupe comme Decathlon ou dans d'autres grands groupes, sachant qu'il est déjà sorti actuellement, il n'a pas Ouais. Pardon. Non, il me souffle déjà c'est ma réponse. Alors KMM, il est en bêta depuis hier ou aujourd'hui? Hier. Hier? Ok. Il est en bêta depuis hier, aujourd'hui, ça veut dire bêta pour eux, ça veut dire c'est ready for production. En gros, pour eux, c'est considéré comme ça, mais ils attendent des retours, les derniers retours, on va dire, pour du coup passage en production. Donc oui, aujourd'hui, en fait, dans des plantations KMM, il y a déjà des gros groupes qui utilisent KML en fait en production. Tu as Netflix, peut-être, Twitter, tu as Cash App, qui est l'équipe de Square. Donc il y en a déjà plusieurs qui utilisent ça en production. À Decathlon aussi, on utilise ça en production. Après, dans les applications, pas dans les applications pures, mais on a des librairies qui sont compatibles avec KML et qui du coup ouvrent la porte à potentiellement rendre compatible ça avec la partie iOS. Donc oui, et ça fonctionne plutôt bien en fait. J'ai jamais rencontré un bug, ni même avec le DFS, parce que du coup, l'application du DFS, j'ai eu, dans mon crash fix, j'avais aucun crash qui remonte de KMM, juste du spécifique Android. Donc en vrai, non, ça peut être utilisé, je pense. Et aujourd'hui, c'est ce que tu souhaites utiliser. Non, c'est ça? Non? J'ai pas suivi. Ok, pardon. Et du coup, la question classique de votre côté, Decathlon, pourquoi ne pas avoir choisi Twitter, qui est théoriquement plus simple pour avoir un design system, implémenté pour design system sur les deux? Alors, on a un design système, je pense que je l'ai dit, qui est cross-platform, mais qui est cross-platform dans ses fondations. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir les mêmes couleurs, les mêmes typographies, etc. Par contre, on veut garder l'expérience la plus proche possible de la plateforme. C'est-à-dire que pour Android, on va avoir l'expérience Android qui sera plutôt équivalente du matériel, et pour iOS, on va avoir l'équivalence iOS de Apple. Et donc là-dessus, Flutter, il n'est pas gagnant. Flutter, il fait très bien du matériel, et encore, sur certains composants, c'est pas ouf. Par contre, il fait pas bien du tout du Apple.
Et donc, du coup, bah, en fait, vu qu'on voulait avoir la meilleure expérience possible de plateforme, bah, ça oblige à avoir du natif. Par contre, en fait, on a ce qu'on appelle un tech radar qui permet du coup de savoir quels sont les technos qu'on doit utiliser, etc. Donc, on a un tech radar pour Android, iOS, et on a un tech radar multiplateforme où là, du coup, on a référencé Flutter. Et en fait, Flutter, on l'utilise chez nous, mais que pour des applications genre collaborateurs ou utilitaires pour aller vite et mais pas avec un risque où c'est dans les mains des clients et où ils seraient perdus. Bon, je pense qu'on va arrêter là et on va continuer ça Si vous voulez faire des feedbacks, n'hésitez pas. Je serai très preneur de vos autour d'une feedbacks. pizza. Merci beaucoup.